Merci d'être là au Midi de la Poésie, au Théâtre National. C'est un Midi de la Poésie d'exception. C'est une proposition de Caroline Lamarche qui accompagne les Midis de la Poésie depuis un certain temps maintenant. Et ce Midi de la Poésie a pour titre La construction du réel, conversation sur l'écriture. Je vais vous introduire les trois personnes sur scène et puis comme ça elles peuvent directement commencer à converser sur cette thématique. Alors, Jacqueline Aubenas, qui est toulousaine d'origine, elle vit à Bruxelles depuis les années 60. Elle est engagée dans les luttes féministes et elle a fait partie des fondatrices des Cahiers du Griffe et du magazine Voyelle. Elle est également historienne du cinéma et elle a publié plusieurs ouvrages, notamment sur Henri Storck, André Delvaux, Chantal Akerman et les frères Dardenne. Elle est également professeure honoraire à l'INSAS et maître de conférences à l'ULB. Florence Aubenas est grand reporter pour Le Monde, après l'avoir été pour Libération et Le Nouvel Observateur. Elle est également essayiste. Elle a publié notamment La Méprise, L'affaire d'Outreau, Grand reporter et Le quai de Ouistreham, qui a remporté un énorme succès. Récemment, elle a publié L'inconnu de la Poste en février 2021. Et Caroline Lamarche, qui est poète, nouvelliste, romancière, qui a entre autres obtenu le prix Rossel pour Le Jour du Chien et le Goncourt de la Nouvelle pour Nous sommes à la lisière. Elle vient de publier son nouveau livre qui s'intitule L'Asturienne et qui a paru aux Impressions Nouvelles. Alors toutes les trois seront en signature après cette rencontre avec la librairie Tropisme. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Vous dire aussi que le prochain rendez-vous au Théâtre National avec les Midis de la Poésie, c'est le 14 octobre prochain avec un célèbre botaniste et poète, à savoir Francis Allais, et qui va s'entretenir avec Karl Norak, qui est notre poète national. Et c'est une rencontre qui était programmée pendant la crise. Et donc c'est une rencontre qu'on a la chance de réorganiser. Et donc ça aura lieu le 14 octobre autour de leur amour des arbres et de la poésie. Voilà, je vous souhaite une bonne rencontre. Bonjour à tout le monde. Bonjour Jacqueline et Florence. Alors la construction du réel, conversation sur l'écriture, vous avez immédiatement accepté ce titre qui convient, semble-t-il, très bien pour une écriture entre guillemets documentaire ou encore écriture du réel ou encore journaliste littéraire ou encore nouveau journalisme ou nouveau journalisme. Selon ce qu'on trouve dans la presse. Et je vous avoue qu'en préparant cet entretien, j'ai eu moi aussi un problème avec la construction du réel parce que nous n'avons que 50 minutes avec deux femmes exceptionnelles que j'admire et qui de plus écrivent avec, je dirais, une vigueur et une finesse, un art pour tout dire, qui en font vraiment des auteurs. Nous sommes dans le lieu de la littérature ici et voilà, pour moi ce sont des auteurs importants, des autrices importantes toutes les deux. Et donc j'ai procédé plutôt au départ d'extraits. Je pense que c'est important au midi d'entendre des extraits. Mais peut-être pour d'abord entendre vos voix toutes les deux, je vais vous poser une question qui ne va pas exiger une réponse très longue, mais vos vies dessinent une sorte de chiasme. Jacqueline, vous avez vécu à Toulouse, vous êtes venue en Belgique dans les années 60 et vous avez avoué au magazine Wilfried que pour rien au monde vous ne quitteriez cette ville de briques et de broc qu'est Bruxelles. Et Florence, vous êtes née et scolarisée à Bruxelles, je pense, hein, et vivant à Paris, que vous quittez régulièrement, grand reporter au loin, mais aussi chroniqueuse de la vie quotidienne dans la France profonde. Et alors, je vais vous poser cette question. Jacqueline, continuez-vous à aimer Bruxelles, où vous avez un antre plein de littérature et d'ouvrages sur le cinéma et d'objets chinés, et vous écoutez France Culture, mais vous êtes toujours bien à Bruxelles?
Je n'imagine pas de vivre ailleurs. Ma vie est ici, c'est-à-dire que ma vie se définit par ce que j'ai fait, les gens que j'ai aimés, les gens qui y habitent encore, mon travail et tout ce qui m'entoure. C'est-à-dire quand on devient vieux, et je suis vraiment très vieille, il ne faut surtout pas quitter sa vie. Et vous, Florence, alors, que vous restiez de la Belgique, à part cet élément climatique dont vous avez avoué avoir la nostalgie un jour que vous étiez présenté à Brest et vous vous êtes rendu compte qu'il ne pleuvait pas. Oui, j'étais très déçue, je dois dire. Et souvent, on parle des Esquimaux qui ont 50 mots pour dire la neige. Ici, il y a bien 50 mots pour dire la pluie et je les aime tous. Oui. Donc c'est vrai que c'est un plaisir. Et je viens, c'est vraiment pour moi le pays de l'enfance et je l'aime comme tel énormément. Et c'est vrai que j'ai ce vieux projet que je pousse de plus en plus de prendre également la nationalité belge. Ah oui, ce serait formidable, ce serait bien. Alors, je vous avoue qu'on va parler de l'inconnu de la poste et que j'ai tenté un résumé et que quand j'ai lu le résumé des Inrocks, je me suis dit que j'allais plutôt lire le résumé des Inrocks. Il est vraiment parfait pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Je suppose que vous l'avez tous lu ou que ça ne tardera pas, mais voilà, je vous le lis. Alors, 9 mars 1991, Théâtre des Champs-Élysées, parmi un parterre comprenant entre autres stars Gérard Depardieu, Sophia Loren, Vanessa Paradis, Jean Rochefort, Carole Bouquet, un adolescent en smoking se lève, ivre de joie, et monte sur scène pour recevoir le César du meilleur espoir masculin. Il bafouille quelques mots de remerciements laconiques, mi-titubant, mi-hilar, devant des applaudissements nourris. C'est Gérald Thomasin, 16 ans, héros fébrile d'un très beau film de Jacques Doyon, sorti 3 mois plus tôt, Le Petit Criminel, et valant à son auteur un de ses plus vifs succès. La suite de sa carrière est erratique, mais rassemble quand même une vingtaine de films, jusqu'à ce que le jeune homme, la trentaine passée, soit mêlé à un terrible fait divers criminel en 2008. Il est l'un des principaux suspects dans le meurtre par 28 coups de couteau de Catherine Burgot. On dit Burgot ? Burgot, une employée de la Poste de Montréal-Lacluse, une petite ville de l'Ain. Il sera incarcéré près de 3 ans avant d'être remis en liberté et de disparaître de façon inexpliquée en 2019, alors qu'un faisceau de nouveaux éléments convergeait pour l'innocenter, l'ADN d'un autre suspect ayant été identifié sur la scène du crime. 10 ans après l'immense succès du quai de Ouistreham, récit pour lequel elle s'était glissée durant plusieurs mois dans la peau d'une travailleuse précaire, Florence Aubenas livre un nouveau récit d'enquête en se plongeant dans toutes les ramifications de ce crime irrésolu. Et donc, je vais simplement commencer par le prologue, Florence, parce qu'il est intéressant en cela que c'est le seul moment où vous dites « je », et peut-être simplement les quelques premières lignes, si vous voulez bien. La première fois que j'ai entendu parler de Thomasin, c'était par une directrice de casting avec qui il avait travaillé à ses débuts d'acteur. Elle m'avait montré quelques-unes des lettres qu'il lui avait envoyées de prison. Quand il a été libéré, je suis allée le voir chez lui, à Rochefort, à Foix, chez son frère, sur le bassin d'Arcachon, chez sa grand-mère. Routard immobile, Thomasin n'aimait pas bouger hors de ses bases. Il faut se déplacer. Je voulais en savoir plus sur lui. Je lui avais dit, en précisant que je n'écrivais pas sa biographie, mais un livre sur l'assassinat d'une femme dans un village de montagne, affaire dans laquelle il était impliqué. Mon travail consistait à le rencontrer, lui comme tous ceux qui accepteraient de me voir. Ses réponses à mes questions se perdaient dans le vide. Il répétait « On en parlera quand tout sera fini ». Alors maintenant, nous sommes en train d'en parler parce que le livre est fini, mais tout n'est pas fini. Et Florence, vous nous donnez ce prologue, mais vous allez vous aussi disparaître. C'est-à-dire qu'à part ces 2 pages et demie, vous disparaissez du récit, renonçant au jeu dès le premier chapitre. Alors pourquoi ? C'est vrai que je pense qu'écrire un récit à la première personne, et pour le faire, il faut vraiment que votre présence change quelque chose à l'addition des différents éléments. Et là, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que ce soit moi qui fasse l'enquête, un autre ou une autre, c'était un peu pareil.
C'est-à-dire que, alors, ce qui était assez flatteur, c'est que cette enquête a duré 6 ans, hein, donc pas 6 ans à plein temps, bien sûr, parce que je travaille au Monde en même temps, mais en tout cas, elle m'a pris 6 ans pendant la nuit, d'une certaine manière, parce que j'y pensais sans cesse. Et c'est vrai que quand l'ADN, finalement, vous l'avez compris, l'ADN a matché et une autre personne a été arrêtée, les gens du village ont été persuadés ils me félicitaient. Donc j'ai dit, j'y suis pour rien, je n'ai rien fait du tout. Mais à force de me voir m'intéresser à l'affaire, c'est vrai qu'ils m'avaient donné une place que finalement je n'avais pas. Et ce qui m'intéressait le plus, et c'était une des principales questions quand j'ai écrit ce livre, c'était de savoir qui allait parler, qui allait raconter ce fait divers, quel allait être le personnage qui allait prendre l'histoire en main. Alors j'ai pensé, j'ose pas dire comme tout le monde, en tout cas comme tout le monde chez Netflix, à un policier enfin un gendarme en l'occurrence, ou un magistrat. Et en fait, je me suis dit que ça allait justement banaliser l'histoire, que de suivre ce fil-là, que de suivre un fil d'enquête au sens propre du terme. Alors c'était assez dommage parce qu'il y avait un gendarme très sympathique, avec qui j'avais beaucoup sympathisé, on allait déjeuner, etc. Et je lui ai dit non, finalement, ce ne sera pas vous. Alors il m'a dit, ah bon, bah, tant pis. Et donc voilà, j'ai renoncé à lui. Thomasin, ce jeune acteur, donc mis en cause dans un premier temps, libéré dans un second, je me suis dit, si on le prend lui comme fil, on va tout de suite savoir ce qu'il pense, et en fait, ça dégoupille un peu l'histoire. Prendre la famille de cette victime, pareil, parce que eux sont le père de cette victime. Vous l'avez compris, est très impliqué dans cette histoire. C'est lui qui a trouvé ce travail à sa fille, ce travail dans une poste. C'est lui qui a négocié son salaire, le salaire de sa fille. Et donc, sa fille était tout pour lui. Et elle est assassinée très précisément dans cette poste dont il lui a ouvert la porte. Et donc, lui a écrit sur le mur de sa chambre, ma petite mésange, c'est le nom qu'il lui donnait, je te vengerai. La vengeance, c'est pas beau, mais c'est ce qui me fait vivre. Et donc, il se lance dans la quête d'assassin de sa fille et accuse Thomasin. Et il a un rôle, évidemment, important dans l'histoire et très changeant, évidemment. Et donc, c'était ça la difficulté. Et donc, j'ai opté pour faire, chapitre par chapitre, un point de vue différent. Donc, les copines de cette jeune femme assassinée, Thomasin, les amis de Thomasin, le père, d'autres, parfois l'enquête un peu. Donc c'était cette idée-là de donner tous les points de vue et de faire un peu ce tricotage de points de vue. Et c'est ça qui m'a intéressée et qui m'a compliqué la vie aussi. Et d'ouvrir tous les tiroirs, parce qu'il y a des flashbacks aussi sur l'existence j'allais presque dire des personnages, en tout cas des personnes, avant le crime, où on apprend par exemple Catherine Burgot a fait une tentative de suicide, que sa propre mère s'est suicidée. Il y a toute une histoire comme un destin qui poursuit les personnages principaux. Oui, et c'est ça qui était très impressionnant, c'est que, en effet, un meurtre dans une petite communauté comme celle de ce village, en fait, est un véritable séisme. Et donc, d'ailleurs, un des adjoints au maire dit le meurtre de Catherine Burgot dans cette petite communauté villageoise où, en tout cas, rien de violent ne se passe. Il n'y a pas eu de crime depuis fort longtemps. C'est pas du tout. C'est une ambiance très intime où chacun se connaît, se regarde de fenêtre en fenêtre. Il dit tout le monde se souvient du jour du meurtre de Catherine Burgot. C'est notre 11 septembre à nous. Et donc, ce meurtre-là confronte tout le monde à son histoire. Évidemment, chacun se dit qu'est-ce que je faisais ce jour-là. On se met à soupçonner son voisin en se disant peut-être que c'est lui qui l'a assassiné. C'est forcément l'un d'entre nous parce que c'est une toute petite communauté dans laquelle effectivement il fallait connaître les horaires de la poste, il fallait connaître l'adresse de la poste, il fallait connaître finalement les habitudes de tout un chacun. Et il y a cette vérité-là, lequel d'entre nous l'a fait? Et ça, évidemment, ébranle, c'est vraiment un séisme et tout le monde est confronté à ça, quoi. Oui, donc, oui. Et Jacqueline, vous avez toujours suivi attentivement
les travaux d'autrui, les scénarios des autres, vous les avez accompagnés. Je pense que vous accompagnez Florence aussi, que de temps en temps, elle vous lit ses chroniques ou ses articles, même parfois par téléphone. Alors, comment avez-vous vécu les progrès, mais aussi les arrêts du travail sur ce livre? Parce que moi, je vous entendais dire « Ah non, le livre est reporté, le livre ne peut pas paraître parce qu'il y a encore une instruction, etc. » Vous avez accompagné sûrement ces arrêts et ces redéparts et ces difficultés de Florence. Finalement, le temps est peut-être un allié parce que ça permet aussi de retricoter le récit, de le revisiter. Comment vous l'avez vécu, vous, en lien avec Florence? Mais de la manière la plus simple du monde, banalement comme une mère attentive et comme une femme qui s'intéresse à tout ce qui se passe autour d'elle. Donc ce que fait Florence, et comme je vis mais je n'existe plus par mon travail, je trouve que je mange un peu mes filles, c'est-à-dire ce qu'elles font m'intéresse, et elles m'offrent une partie de leur existence que je ne peux plus assumer. Donc, ce que fait Florence, ce que fait Sylvie, ce que font Olivier, mes autres enfants, sont pour moi des espèces de béquilles affectueuses d'ouverture sur ce que je ne peux plus appréhender à la première personne. Mais aussi, elle se laisse manger avec plaisir, parce que ma petite expérience me dit que vous êtes un formidable coach d'écriture et d'accompagnement d'écriture. Mais j'ai dit manger, je n'ai pas dit que je suis un cannibale ou un anthropophage. Oui, et c'est vrai que le grand avantage de Jacqueline, c'est qu'elle est très crue. Alors, au deuxième ou troisième rebondissement, elle me disait, bon alors ce livre, quand est-ce qu'il paraît? Alors je dis, non, mais en fait c'est reporté parce qu'il y a des rebondissements sans cesse. En fait, moi je me suis accrochée à cette histoire tout bêtement parce qu'il y avait les mystères succédaient aux mystères. Et donc je me disais, mais je veux quand même savoir la fin de cette histoire. Et donc je disais, non mais là il y a encore une autre personne arrêtée, un autre rebondissement, etc. J'osais à peine l'appeler certaines fois. Et elle me disait, je suis sûre que tu te mords les doigts d'avoir choisi cette histoire. Et donc, à chaque fois, elle m'encourageait tout en me disant, ne lâche pas, continue, mais c'est dur. Je m'impatientais. Voilà. Et alors, comme vous l'avez dit, Florence, il n'y a pas de fil rouge vraiment, mais il y a un kaléidoscope de personnages, de situations. Il y a une circulation entre plusieurs lieux aussi. Il y a des flashbacks, donc c'est une construction qui nous semble à nous simple. C'est un vrai tourne-page, hein, et d'ailleurs, on le lit vite et puis on y revient. Et ça se révèle comme vraiment un tissage extraordinaire. Et moi, je me suis dit que c'était un peu à l'image de la vie effilochée de Thomasin aussi. C'est comme si ce livre, quelque part, était une métaphore de son errance à lui, de ses allées-venues entre sa vie de personnage de fiction au cinéma, puis sa vie dans la rue dont il n'a jamais pu se passer. Et je trouve que c'est une sorte de coffre-fort, ce livre, dont vous déverrouillez les cadenas les uns après les autres, chapitre après chapitre. Et il y a un tiroir qui, moi, m'a passionné, c'est celui du paysage, qui crée une véritable addiction chez le lecteur. Et je voulais vous demander, avant de lire un extrait de ce passage, si vous avez vécu vous-même cette addiction à ce territoire reculé sur lequel vous êtes revenu à plusieurs reprises. Alors c'est vrai que moi je suis très urbaine, c'est-à-dire que j'ai grandi, vous l'avez compris, à Bruxelles, ensuite j'ai vécu à Paris, donc je suis vraiment quelqu'un des villes, et j'aime les villes, et c'est là où je me sens bien, j'aime cet anonymat, j'aime tout ça. Et là, ce fait divers se passait en pleine montagne, alors il y a devant des sapins, à côté un lac, enfin tout ça est extrêmement rural. Et au départ, pour moi, ça a été plutôt un handicap, c'est-à-dire je me disais, bon moi je suis pas Giono, je suis pas un écrivain qui sait raconter la ruralité, le paysage, toutes ces choses-là, et donc je vais être très gauche pour raconter ça, je ne sais pas comment faire. Et au bout d'un moment, et vous avez raison Caroline, j'ai été aspirée par ce paysage, c'est-à-dire que ces montagnes, vous savez, il fait... alors vous connaissez ça, moi aussi, on connaît ça à Bruxelles où parfois le soir tombe, il est 15h, on a déjà l'impression que c'est la nuit. Il y a certains jours d'hiver comme ça où le ciel est bas et il y a cette lumière tombante. Là, c'est vraiment, parfois à midi, c'est la nuit.
il y a les montagnes qui bouchent l'horizon, il y a ces sapins, il y a cette vie assez dure de paysans. Et ça m'a intéressée parce que très souvent, et là on parle d'un fait divers, l'horreur d'un crime ou l'horreur d'une situation happe absolument tout. C'est-à-dire que c'est comme si ça ne se passait plus nulle part tellement la violence est présente. Et c'est toujours, très souvent les crimes sont racontés, j'ose pas dire comme hors sol, mais voilà, il y a une scène de crime, c'est à peine si on décrit la pièce où ça s'est passé, mais la ville autour n'existe pas. Et en fait, moi, ça m'a intéressée. Je voulais que ce paysage existe, tout simplement parce qu'il y a là la confrontation de ce paysage de montagne dans lequel est catapulté ce Gérald Thomassin, qui lui, alors je vous en fais le portrait, vous allez voir que dans les grandes villes, c'est une figure qu'on connaît, mais on ne la connaît pas à Montréal-Lacluse. C'est le gars assis sur un banc, avec le grand chien à ses côtés, le copain qui a la musique forte dans son dos et la canette dans la main. Et donc, il picole la journée. Et donc, il y a ce côté un peu... en France, on dit punk à chien. Sans doute, ici, on voit bien ce que ça veut dire. Et donc, il a un peu ce côté-là. Et cette figure-là, à Montréal-Lacluse, au milieu des montagnes et des sapins, c'est la figure de l'étranger. Et c'est très important pour comprendre la suite de l'histoire. Et donc, le paysage était important pour moi, en effet. Je vais lire en tout cas un extrait de ce paysage. Au centre du Haut-Bugey, une courte bande de terre se faufile entre les montagnes et permet de relier la France à la Suisse sans grimper sur les sommets. Pour qui s'y arrête, le premier saisissement, c'est un lac au milieu des Apics. Il est plutôt petit, mais d'un bleu pas comme ailleurs, on le dirait intact, donnant à chacun l'impression d'être le premier à le découvrir. Ce sentiment est d'autant plus vif que nul ici ne semble en faire grand cas. Le chemin de fer et la voie rapide ceinturent ces berges, avec ici une station-service, là un parking déprimant. Mais l'endroit est trompeur, d'une fausse innocence. Vous n'êtes pas là où vous croyez. Alors, ça, c'est déjà une clé du livre, à mon avis, une fausse innocence. Vous n'êtes pas là où vous croyez. Le lac de Nantua n'a rien d'une beauté cachée, disons plutôt une beauté délaissée. Longtemps, il fut l'étape en vogue sur la route de Genève ou de l'Italie. Alors là, vous parlez d'Alexandre Dumas, vous parlez de Lacan, d'Édith Piaf, de Louis Aragon, et tout à coup, on a une procession de personnalités, un peu comme ce qu'a vécu Thomassin finalement quand il a été connu. Hein, et il n'en reste plus beaucoup de traces. Fernand Reynaud achetait ses Borsalino chez le chapelier de la rue du Collège, là où une mercière tente désespérément aujourd'hui de revendre l'autoroute. Et puis de Nantua, la ville proche, en fait, on ne connaît que la sauce Nantua. Et vous dites, la sauce Nantua, vous savez, celle qu'on servait autrefois dans les banquets épaisse et rose, comme de la porcelaine pour salle de bain. Alors là, c'est formidable parce qu'on a toujours cet humour qui était aussi très présent, mine de rien, dans le Quai d'Ouistreham et dans toutes vos interventions. Un jour, on voudrait aller voir ailleurs, mais c'est trop tard. Quelque chose vous a rattrapé ici et ne vous lâche plus, vous restez. Et donc, vous êtes resté, et ça a pris 6 ans. Vous êtes revenu souvent. C'est vrai. Comment vous avez abordé les gens, en fait? Comment vous avez apprivoisé? Vous dites quelque part dans un entretien, la difficulté des journalistes, c'est que c'est vraiment le quotidien. Ils vont en reportage dans des pays en guerre, mais le quotidien des gens, c'est très compliqué. Comment vous avez fait? Oui, c'est vrai que les journaux sont très armés pour décrire les guerres, faire les gros titres, la terre qui tremble, enfin tout ça. C'est le propre d'ailleurs des journaux, de raconter l'extraordinaire, hein, donc de sortir de ça. Raconter l'ordinaire, on est là avec nos grosses pattes de journalistes, on y arrive beaucoup moins bien, on voudrait quelque chose, on donne des coups d'épaule en disant non mais c'est quand même extraordinaire. Ben non, c'est normal. Et cette vie, elle est difficile à attraper, cette vie normale. Et donc c'est vrai que vous vous retrouvez dans ce petit village que je vous ai décrit, où tout le monde se connaît, à sonner aux portes et à dire « je viens pour ce meurtre terrible qui vous a tous catastrophés ». Et donc, je ne vous le cache pas, vous n'êtes pas bien reçus. Donc les journalistes ont mauvaise presse, un peu partout dans le monde, hein, c'est pas simplement en France, mais c'est vraiment devenu très général. Et donc, quand vous sonnez aux portes, alors nous, on a ce syndrome de Paris, hein, le pays est très centralisé. Donc vous sonnez à la porte, vous dites je suis journaliste, et vous venez d'où? Vous venez de Lyon? Non, de Paris. Ah, mauvaise réponse. Alors heureusement, il n'y a pas de caméra, c'est déjà pas mal.
Et alors, je vous cache pas, Caroline, j'ai une carte dans ma manche, un grand tatou. C'est que je vois les gens, au bout d'un moment, ils plissent les yeux et se disent « je la connais, mais d'où ?» Cette personne me dit bien quelque chose. Alors, la première chose, en général, c'est « ah oui, je vois, vous êtes Florence Artaud. » Vous voyez, c'est la navigatrice. Alors, je dis « non, je ne dis pas Florence Artaud, d'autant qu'elle est morte. » Donc, ça n'est pas moi. Et alors, au bout d'un moment, la personne se tourne vers l'intérieur de la maison, prête à refermer la porte, et crie « non, en fait, il y a un otage devant la porte, viens voir. » Et alors, ça brise la glace. Et alors, j'ai appris à calculer mes interviews de façon beaucoup plus longue, parce qu'on commence par des questions qui me sont adressées. Alors, comment c'était ? C'était en Irak ? C'était en quelle année déjà ? Enfin, donc j'ai droit à tout. Et c'est vrai que du coup, ça donne, j'ose pas dire un entretien, quelque chose de familier, mais si, on a tout de suite quelque chose à se raconter. Alors, mais ça ne vous gêne pas, refait un café, allez, on va la garder, etc. Et donc ça m'a beaucoup aidé, et c'est vrai que c'était plutôt un atout dans cette situation-là. Et moi, Jacqueline, je voulais vous amener cette phrase magnifique à propos du lac tout bleu de Nantua. L'endroit est trompeur d'une fausse innocence, vous n'êtes pas là où vous croyez. Est-ce que vous pensez que, d'une part, d'abord que cette phrase résume en quelque sorte le livre, quelque part. On n'est pas là où on croit, et le lecteur, au fil du livre, va s'en apercevoir. Oui, mais on est là où on veut être et ce qu'on est. C'est-à-dire, je crois que toute lecture, toute projection de film amène une interprétation. Le spectateur ou le lecteur fait partie de l'œuvre. Oui. Et l'interprète, la vit, l'accepte ou la rejette. Et c'est cette interpénétration qui est extrêmement subjective et intéressante. Oui, donc en fait, moi j'ai l'impression que ce récit, c'est comme un kaléidoscope. Vous savez, on tourne et chacun tourne l'objet comme il veut finalement, et on n'en sort pas, en fait. Oui. On n'en sort pas. Et puis une autre question que je voulais poser, Jacqueline, à propos de cette phrase, toujours, parce que ça m'a frappée, moi, quand j'ai regardé les entretiens de Florence. Et je parle ici comme mère de deux filles parfois imprévisibles. Est-ce que ça, précisément, l'endroit est trompeur d'une fausse innocence, vous n'êtes pas là où vous croyez, est-ce que c'est pas l'image que Florence donne au public, ce rire, cet humour, cet esprit camarade, détendu, qui est trompeur, parce qu'il y a dessous une profondeur, il y a des couches et des couches de sédiments de travail, il y a aussi sûrement des eaux tourmentées par-dessus, et en effet une puissance de travail considérable. Mais je pense que tout le monde est complexe, et la réalité de Florence cache une autre réalité qui lui appartient à elle seule, qui n'est pas ni celle de sa mère, ni des gens qu'elle aime. Et l'idée de tout savoir sur quelqu'un me semble tout à fait absurde et presque obscène. Oui. Ah oui, oui. Le mystère éternel des parents et des enfants. Et justement, Jacqueline, vous avez dirigé des ouvrages et de nombreux articles sur le cinéma, dont Regard sur le réel, 20 documentaires du XXe siècle, Filmer la danse, un très beau livre sur les Dardennes, un hommage à Chantal Akerman, et aussi l'ouvrage collectif des femmes dans l'histoire en Belgique depuis 1830. Et dans le livre des frères Dardenne, à propos de la promesse, vous signez un article intitulé, ça tombe bien, La tentative du meurtre. Et le texte commence de la sorte. Ce sont des définitions du dictionnaire. Mort, cessation définitive de la vie. Meurtre, action de tuer volontairement un être humain. Assassinat, meurtre commis avec préméditation. Ces définitions trouvées dans le Petit Robert sont tranchantes comme des coups de couteau. On est bien dans le livre, les coups de couteau. Elles ne s'embarrassent ni de fioritures éthiques, ni de considérations philosophiques. Plus loin, le Robert ajoute que cette cessation de vie est un phénomène inhérent à la condition humaine. Cette précision rappelle l'essentiel. La condition humaine est tout ce qu'elle charrie, le bien, le mal, la mémoire, l'autre, les pulsions de destruction et de survie, la liberté de l'être. Et là, il n'est plus question de physiologie ni de cour d'assises, mais d'une réflexion sur ce qu'Hannah Arendt appelait la banalité du mal, et qui, dans le film des Dardennes,
devient sa normalité. Violence reçue contre violence donnée, geste instinctif et immédiat. Et plus loin, vous dites, et le domaine de la mort s'étend à la non-vie sociale et au meurtre moral. Et il me semble que cette phrase attribuée au frère Dardenne, c'est aussi ce qui anime la vision de Florence, et particulièrement dans le Quai de Ouistreham et dans ce livre, c'est-à-dire que la non-vie sociale et le meurtre social, c'est aussi l'histoire du Quai de Ouistreham, c'est aussi l'histoire de l'inconnu de la Poste. Et de manière générale, Florence, les gens au-devant desquels vous allez pour vos articles dans Le Monde. Alors, Jacqueline, est-ce que le refus des fioritures et des considérations éthiques, philosophiques, esthétiques vous est commun à tous les quatre, je veux dire, aux frères Dardenne, à Jacqueline et à Florence? Mais je crois qu'elles sont là, mais qu'on cache bien d'entre-jeu. Voilà. C'est-à-dire que dès que la philosophie, la morale ou l'idéologie sont posées en avant comme postulat, vous êtes prisonnier, vous n'avez plus de libre pensée, vous êtes obligé de remplir la case qu'on vous a imposée. Et ce qui est intéressant et ce qui m'a vraiment touchée dans ce film La Promesse, qui porte très bien son nom puisque ça a généré l'œuvre qu'on connaît, ça m'a semblé, si vous voulez, quelque chose de formidablement novateur. C'est-à-dire, il se passait quelque chose que je n'avais jamais vu. Et j'aime beaucoup les surprises et les coups de foudre. Et brusquement, il y avait un langage cinématographique porté par un gamin qui racontait une histoire qui nous interrogeait tous. Mais le postulat des travailleurs immigrés, des meurtres au travail commis sans que personne ne s'en soucie, de la malheur des femmes qui arrivent avec leur bébé sur le dos dont personne ne s'occupe et qui vont être dans la misère, tout ça est posé, on vous le fait découvrir, on ne vous l'assène pas. Et c'est cette pudeur langagière et ce déroulement lent, exactement comme Florence parlait pour le meurtre, qui m'a semblé formidablement cinématographique. Et ils ont trouvé un langage sur un langage sociologique qui était très conventionnel et qui brusquement vous force à penser. Oui. Et je regarde l'heure, vous me permettez, parce que c'est horrible, le temps passe. Oh là là, mon Dieu, c'est affreux. Bon, alors, Jacqueline, je vais continuer un petit peu avec vous, parce que vous avez écrit ce très bel hommage à Chantal Akerman, et il y a un texte pas très long que je vais lire sur Chantal Akerman, et il me semble que quelque part, on pourrait faire un lien très intéressant avec l'inconnu de la Poste. C'est sur Saute ma ville. Bon, moi, c'est un film que j'aime, que j'ai vu 10 fois. Chantal Akerman a 18 ans. Elle entre au cinéma avec Saute ma ville, un drame comico-burlesque. Une jeune fille entre, joyeuse chez elle. Elle chante, elle porte un bouquet de fleurs. Elle s'enferme dans sa cuisine, fait cuire et mange des spaghettis. Puis, elle détraque le monde ménager. Au lieu de ranger, elle dérange. Le propre se transforme en sale, l'eau en inondation, le feu en incendie, jusqu'à l'asphyxie et l'explosion finale. Le suicide finit en feu d'artifice sonore. Un film plein de bruit, mais sans parole. La musique fredonnée, les gémissements, les grognements sont là pour extérioriser l'état d'esprit du personnage. C'est simple, mais efficace. Comme dans le burlesque, ils mettent en place le grand détraquement des objets. L'ascenseur est en panne, comme ici. Ce qui vaut le premier gag sonore, celui de la chanson qui s'essouffle. Les ustensiles sont utilisés à contre-emploi, les gestes sont mécaniques et le rythme rapide. Film de non-sens ou de trop de sens. Auto-affirmation adolescente, révolte contre la condition féminine, métaphore ménagère de mai 68, désir et impossibilité d'une rencontre amoureuse. On peut dire aussi que le personnage est l'annonce de Jeanne, en a contrario, une Jeanne Dillman, en turbulence et en accéléré. Le film est là, portant déjà quelques plans et situations repères, les ascenseurs, la fermeture du récit par le ciel ou l'horizon, le sens du cadre, encadrement. Le film est là, violent et drôle.
Alors moi, je voudrais vous demander, mais peut-être vraiment à toutes les deux, est-ce que le personnage de Chantal Anckerman dans Saute ma vie n'a pas quelque chose à voir avec la folie d'un Thomasin ou d'une Catherine Burgot, qui sont marqués par une enfance douloureuse, des êtres toujours au bord de la déconnexion, qui, une fois adultes, évoluent dans une sphère où la mort violente rôde, à commencer par le suicide. Hein. Il y a beaucoup de questions du suicide dans l'inconnu de la Poste. Tout le monde veut se suicider, en fait. Hein, tout le monde n'y réussit pas. Hein. Tout le monde n'y réussit pas, non. Pas si simple de... Pas si simple. Et c'est vrai que Catherine Burgot, sa mère se suicide. Ouais. Elle-même cherche à se suicider et de façon terrible. De façon très, très, très heureuse d'abord, elle est sauvée d'un de ses suicides par des gendarmes et qui la pistent, qui la cherchent. Donc voilà, il la sauve in extremis et passer devant la Poste devient, pour beaucoup d'habitants de Montréal-Lacluse, une sorte de protection de cette jeune femme fragile. Et donc, les gendarmes passent, ils la saluent, ils regardent si tout va bien. C'est devenu l'endroit où on jette un coup d'œil comme ça. Et juste ce matin où elle se fait assassiner, en fait, elle vient de rencontrer un nouvel homme, elle est enceinte, la vie a repris, tout va bien. Et il y a cette espèce de pirouette du destin qui la rattrape, comme il rattrape Thomasin aussi. Comme Thomasin. Et d'ailleurs, les gendarmes, quand ils arrivent, les premiers sur le lieu du crime, disent elle s'est suicidée, cette fois elle s'est pas ratée. Et il faut un certain temps pour comprendre qu'en fait elle a été assassinée. Et Thomasin, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il a cette enfance fracassée, cette non-connaissance des choses. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'il a, il est grandi dans un foyer pour jeunes délinquants ou pré-délinquants. Et donc, juste à côté, il y a un cinéma. Et il va à ce cinéma avec son meilleur ami qui a ce joli nom de Bonaventure. Et donc, ils vont à ce cinéma et ils ne peuvent pas se permettre de tout voir. C'est-à-dire qu'un foyer de jeunes délinquants, il y a la loi du foyer. Dans cette loi du foyer, voir Truffaut ou Jean de Florette, c'est déjà être un faible. Et donc, il faut aller voir Rambo, des films durs, etc. Et quand arrive le casting pour dire on cherche un jeune garçon pour interpréter un pré-délinquant, ce qu'il est exactement, on lui dit c'est un casting. Et lui connaît si peu le cinéma qu'il pense que c'est un examen médical. Donc il se dit, oh ben non, moi tout va bien. Alors il dit, oui, mais ça se passe sur les Champs-Élysées. Et sans savoir où il va, il dit oui parce qu'il n'est jamais allé sur les Champs-Élysées. Et donc il y a toujours cette espèce de destin qui les rattrape. Et sa mère, qui est toujours vivante et qui est une grande alcoolique et donc qui fait qu'il est placé, embrasse les mains de Doyon en disant, ça y est, vous avez sauvé mon fils. Le cinéma est vu dans un premier temps comme cette bonne fée, vous savez, qui sort les gens du ruisseau et qui en fait des stars à Hollywood. Et elle se dit, ça y est, mon fils est sauvé. Son fils va faire du cinéma comme il est dans la rue, en fait, à sa manière. Et, à sa manière. Ouais, un peu comme il garde ce côté Gavroche, clochard, sympathique d'ailleurs, mais certainement va-nu-pied, c'est-à-dire un pied dans le caniveau, un pied sur le tapis rouge. Et de même, d'ailleurs, Catherine Burgot, puisqu'elle dit à un moment donné, enfin, c'est soit le suicide, soit partir au Canada. Donc il y a toujours, ce sont des êtres qui vont sur deux pieds, enfin, qui sont tout le temps là en train de clocher sur deux pieds. C'est comme s'ils s'attiraient, en fait. C'est comme si leur destin, quelque part, s'emboîtait à un moment donné, de manière tout à fait tragique, en fait. Oui, et d'ailleurs, ils se connaissent, puisque ce Thomasin habite exactement en face de la Poste, et il est aux minima sociaux. Et donc, il va toucher ces minima sociaux à la Poste en face. Et c'est comme ça d'ailleurs que les soupçons se portent sur lui. Il connaît la Poste, il connaît la postière, etc. Et je ne dis pas qu'ils sympathisent, mais enfin, ils s'entendent bien, au point où il lui laisse d'ailleurs un DVD de son dernier film, en disant, voilà, et il dit, j'aurais voulu qu'elle voie que je ne suis pas simplement un gars aux minima sociaux, que je fais aussi du cinéma. Et donc, et alors, à la fin, on lui dit, mais pourquoi vous alliez si souvent à la Poste, etc. Et il a cette confession tout à la fin de l'instruction, au moment où il est toujours mis en examen. On lui dit, mais qu'est-ce qui vous attire à cette Poste? Et il dit, je crois que j'étais amoureux d'elle. Ouais. Et il y a cette... c'est une belle chose, oui. C'est une femme belle et aimée par le village, en fait. Une femme belle, oui. Alors, elle porte bien la toilette, elle met du léopard en pleine montagne. Enfin, oui, elle aime ça, quoi. Ouais. Et on va devoir raccourcir, c'est-à-dire que je vais sauter l'extrait sur le crime même, que je trouvais magnifique, totalement cinématographique, d'une efficacité bouleversante.
pour aborder ce passage très étrange de la ferme de Beauregard. Alors, ce village, comme vous dites, c'est la vie coule, transparente comme un verre d'eau, parce qu'on se voit de fenêtre en fenêtre, on se connaît tous, on sait ce que chacun fait. Mais il y a un arrière-plan, qui est une ferme isolée, abandonnée au début du récit. C'est une sorte de ruine dans laquelle Thomasin et ses deux amis, qui sont des marginaux comme lui, vont boire, vont un peu se droguer, vont se reposer, etc. Mais après, un des flashbacks nous indique que cette ferme était habitée par 2 frères et une sœur qui vivaient comme reclus, comme des sortes de sauvages. Et il y a un passage qui fait virer tout à coup le récit vers une sorte de fable, de mythe, de légende, avec un merveilleux assez noir, mais qui est de toute beauté, et qui est un contrepoint à la transparence du village. Quelque part, c'est comme le lac, et il y a un autre lieu, qui est un lieu sombre et qui est un lieu menaçant. Si je peux lire, on a encore un peu de temps, j'espère, quand même. Hein, parce que moi, je peux bien continuer. Les organisateurs nous confirment. Ouais, voilà. Donc, alors, voilà. Donc, Tintin, c'est un des amis. Il y a Tintin et Rambouille. Ils vont dans cette ferme. Tintin souffle sur le chemin au milieu des coulées de mousse, obligé de s'arrêter parfois, le cœur affolé dans la poitrine. Il se souvient d'une histoire inventée par les gamins de Montréal pendant un de ces hivers de grand blanc, où les villages s'abîment dans la neige des semaines durant. Ils avaient prétendu que les 2 frères Mercier, bloqués à la ferme, avaient mangé leur sœur pour survivre. La blague avait enflé au point qu'une petite délégation s'était mise en marche vers Beauregard. On pense à Flaubert, je ne sais pas pourquoi. Mais au prétexte de prendre des nouvelles, elle comptait quelqu'un de la mairie, un agriculteur et le curé revêtu de sa soutane pour frapper les esprits. Aux abords de la ferme, ils avaient crié pour s'annoncer, en voyant le prêtre en premier à la manière d'un drapeau blanc. Rien n'avait répondu, sauf le piétinement de vaches au fond de l'étable. Un chien de ferme montrait les dents. La délégation avait fini par distinguer, dépassant d'un muret, les têtes des 2 frangins qui les observaient depuis un moment. Politesse et pourparlers s'étaient prudemment engagés. Puis, éternisés sur le seuil. « Mais votre sœur, par ce temps, comment va sa santé ?» avait osé le paysan. Le jour baissait, quand la délégation avait été autorisée à grimper la volée de marche menant à la cuisine. La pièce baignait dans la pénombre. Un plafond noir comme un fourneau, à peine éclairé par une ampoule de 15 watts, nue au bout d'un fil. Dans un coin ronflait une cuisinière à bois, seule source de chaleur dans la ferme. Les frères se taisaient, et les 3 envoyés du village avaient renoncé à toute conversation. Dans le silence, des ombres semblaient danser autour de la table, confuses, où se devinait parfois un chat à son frôlement, ou bien l'éclat du regard d'un frère, s'allumant soudain comme une flamèche. Ils avaient les mêmes yeux, trop grands, trop fixes, qui semblaient ne jamais cligner. L'heure tournait. La première sensation de réconfort après le froid du dehors commençait à s'évanouir, remplacée peu à peu par un engourdissement. Le représentant de la mairie réprimait mal un grelottement. Rien ne leur avait été proposé à boire. Le curé avait finalement demandé à voir la sœur. La porte d'une chambre s'était brusquement ouverte. Elle se tenait dans l'encadrement, toute droite, parée comme une mariée. Les cheveux blonds, magnifiques, recouvraient ses épaules. Son visage était très maquillé. Sans dire un mot, sans bouger, elle s'était laissée observer, à la manière d'une apparition. Puis la porte s'était refermée. Alors, comment s'est présenté cet épisode ? Oui, tous ces épisodes, j'allais dire, qui paraissent périphériques et en fait font partie de la construction. Est-ce que c'est venu très tôt dans le récit ou bien vous vous êtes dit, mais quand même, cette ferme fascinante, elle va faire un contrepoint à la transparence du village. Est-ce que tout ça a été conscient dans votre construction de récit ou bien c'est venu... Non, parce qu'on ne sait pas où on tombe, en fait. Quand on commence un travail comme celui-là... Oui, mais je veux dire, même pas de manière... je veux dire,
après avoir emmagasiné tout, est-ce que vous vous êtes dit très vite, ah mais il y a quelque chose qui... En fait, ce qui m'a pris beaucoup de temps aussi, c'est que je lis beaucoup l'auteur américain, en particulier de récits de ce qui s'appelle aux États-Unis la non-fiction, voilà, et qui est ça, en fait, des faits réels racontés comme un récit, ce qui est le principe. Et donc, les Américains ont un talent incroyable pour faire ça. Et ce talent les conduit notamment, je pense à certaines il y a une biographie de Sinatra qui est un bouquin culte, etc., où chaque chose du récit est ouverte, mise à plat, racontée en détail, tous les tiroirs ouverts, vidés, etc. Et donc ça, cette méthode américaine, j'en étais extrêmement admirative et gourmande quand je lis les livres, etc. Et je m'étais dit, pourquoi je ne ferais pas pareil, tiens, au fond. Et donc, en arrivant à Montréal-Lacluse, l'idée du livre s'installant, je me suis dit, je vais voir comment ça se passe. Alors, je regarde l'agriculture, je regarde la montagne. C'est un endroit qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été un endroit de très forte résistance, hein, puisque c'est tout ce qui était montagneux en réalité. Et donc, je regarde comment s'est passée la résistance, enfin voilà. Et donc, je commence à écrire mon livre, toute gaillarde, ouvrant mes tiroirs, me prenant pour une Américaine, vidant les choses, etc. Je relis, je me dis, c'est épouvantablement ennuyeux. Et ce qu'ils réussissent parfaitement, je n'y arrivais absolument pas. Et donc, sont restés des choses de ça, et qui sont cette ferme, c'est-à-dire qu'en apprenant, et c'est le dénommé Tintin que j'ai interviewé, qui m'a dit, mais on se retrouvait dans cette ferme, et donc on y va ensemble, il me montre la ferme, etc. Et tout à coup, je me dis, mais qui habitait là, cette ferme, avant qu'elle soit en ruine? À qui était-elle? Et donc, je suis tombée sur ces Mercier, cette famille Mercier, qui m'a, je dois dire, absolument fascinée. Et donc, à cette époque, le frère et la sœur étaient encore vivantes dans une maison de retraite à Nantua. Et c'était terrible parce qu'elle était bloquée dans son lit. Et donc, je suis rentrée dans la pièce. Moi, je rêvais de la voir, je rêvais de la rencontrer. Et elle était immobile, elle devait être perclue de rhumatisme, elle ne bougeait plus du tout, ne parlait pas un mot. Et seuls ses yeux étaient vivants. Et c'était terrible. Je suis d'ailleurs ressortie aussitôt parce qu'elle regardait et de ses yeux, elle cherchait à s'enfuir. Et c'était comme là où elle s'était juste laissée voir, et après elle cherchait comment fermer la porte. Et évidemment, elle était clouée dans son lit et ne le pouvait pas. Et j'ai bien sûr quitté la pièce tout de suite. Et il restait quelque chose de beau regard dans son regard, très précisément. Et puis c'est un contrepoint formidable à cette Catherine Burgot qui, elle, au contraire, est ouverte. Elle a des amis. Exactement. Elle veut aller vers une nouvelle vie. Dans le village, on dit d'elle, elle est aussi bien vue qu'on peut l'être. Voilà, donc ça. C'est un petit peu l'enfant du village, l'enfant du pays. Vous voyez, il y a ce bureau de poste. Alors il y a deux époques aussi qui sont là. Il y a vraiment la vieille vie paysanne, et puis il y a tout à coup ces territoires assez délaissés, mais qui s'ouvrent, qui veulent aller, tout à fait. qui sont aussi emprisonnés, mais pour d'autres raisons, pour des raisons sociales. Exactement. Et puis, on va peut-être terminer par Jacqueline. On arrive à la fin, mais vous savez, j'avais le double de textes et de questions, bien entendu. Une américaine aussi. Mais oui. Il y aurait beaucoup à dire. D'ailleurs, on en parlera entre nous peut-être sur ce dépliement à l'américaine, parce que je vous parlerai d'un livre. Voilà. Et il y a un livre de Jacqueline que j'aime beaucoup, qui s'appelle La cuisine du Cahier blanc aux impressions nouvelles. Et il y a un passage qui parle de cinéma. Et c'est un livre qui est lié au bien manger, hein, à la cuisine solide et raffinée en même temps. Et dans un des chapitres, vous abordez le personnage réel, hein, c'est aussi un personnage réel, puisque vous dites toutes les deux, vous ne savez pas inventer, de la tante des Landes, André, maigre, raide comme une planche, fillette ingrate et intelligente, toujours habillée d'un corsage noir à fronce et à épaulettes qui lui donnait une allure géométrique, une croix d'or sur la poitrine. Et cette tante avait pris le ménage en main de la famille, avec rigueur et une exaltation reconnaissante, et surtout la préparation des repas. Alors, suit, digne du festin de Babette, une description des riches mets des jours de semaine et des chichiteries des jours de fête. Et comme je ne parviens pas à lire sans éclater de rire ces passages-là, avec les tomates tournées en fleurs, les cœurs de palmier couchés
comme au cimetière sur une pierre tombale de salade ou les œufs mimosa travaillés en panier. Je file tout de suite à la fin du chapitre où apparaît le thème des goûters paroissiaux organisés au village par un vicaire amateur de cinéma. Et là, je trouve qu'on pense au début d'Amarcord de Fellini ou au début de L'Esprit de la ruche de Victor Erice. Dans ce passage, on voit l'origine de votre fascination pour le grand écran, mais aussi, et vous allez l'entendre, on goûte aussi la beauté d'une écriture qui, comme celle de Florence, est à la fois riche, économe, et il faut bien le dire, tranchante comme une lame, mais pacifique. Alors, le bon sens et la gourmandise reprenaient leurs droits pour les goûters paroissiaux organisés par le vicaire amateur de cinéma. Devant les enfants du catéchisme et les dames patronesses, il projetait des films bien sous tout rapport et peu aptes à enflammer les jeunes imaginations. Maurice Cloche était le favori de sa programmation. Il ne se lassait pas de passer Monsieur Vincent, et quand on lui faisait remarquer que l'on connaissait ce film par cœur, il allait chercher à l'évêché La vie de Bernadette Soubirous ou Le rosaire de Lisieux. Parfois, on lui proposait un film inconnu. Méfiant, vigilant, il se tenait à côté de la projectionneuse pour brouiller l'image si l'histoire laissait supposer que le plan suivant serait chaud et pourrait troubler les esprits innocents. Aussi, est-ce dans un brouillard que, les yeux écarquillés, nous essayions de nous initier au grand mystère de l'amour. Un goûter récompensait l'assemblée de son attention, et là on pouvait rêver une tranche de gâteau à la main, aux baisers censurés et aux étreintes interdites. Alors je ne sais pas, je suppose que nous n'avons plus de temps, mais je ne sais pas si un goûter va récompenser notre attention, mais voilà, on arrive à la fin de cette heure infiniment trop courte. Donc je vous remercie vraiment infiniment.